Avant de parler du Togo, on reste un peu à Cotonou, au Bénin. On parlait de la percée, si on peut le dire ainsi, de l'opposition qui gagne 28 sièges aux élections législatives de ce pays. On est toujours avec nos chers invités, Robert Kossiga à côté, Achira Sama et Prosper Agboklo. On retrouve Robert à côté, c'est ça? On était avec vous, on parlait de ces élections et surtout de la sortie du Parti Les Démocrates. Vous savez, le parti Les Démocrates cherche toujours à jeter du discrédit sur l'effort que connaît aujourd'hui tout le peuple béninois. Parce qu'on ne le mettra pas à l'actif du président Talon. C'est tout le peuple béninois qui, alors, a décidé de consentir des efforts, de faire des sacrifices pour alors partir sur une nouvelle base et laisser alors de quoi pour la génération future. Aujourd'hui, tout le monde sait que entre la gestion des 10 ans de Boni Yahi et la gestion de Patrice Talon, c'est comme le jour et la nuit. Le système partisan est venu pour corriger ce qui se faisait mal dans la politique béninoise. Et puis, Éric Roundété et ses compagnons ont voté cette loi-là. Et à la fin, ils ont refusé d'y aller en 2019. Quand vous êtes politicien, vous ne participez pas aux joutes électorales. 4 ans après, vous ne pouvez pas venir avec le même pouvoir en place, qui continue pas à travailler, et dire que, ok, à ces élections législatives-là, c'est à nous, c'est nous qui enlevons tous les sièges. D'autant plus que ce n'est que un résultat. Écoutez-moi, ce n'est qu'un résultat. Ce n'est qu'un résultat. Peut-être que. Écoutez, je ne s'attendais pas à 28 sièges, plus peut-être. Je ne refuse pas, mais ce n'est qu'un résultat provisoire. S'ils ont des recours, ils n'ont qu'à les formuler. Ils n'ont qu'à trouver leurs juristes, qu'ils formulent les recours, qu'ils les déposent à la Cour constitutionnelle. Rien ne leur donnait même la garantie qu'il allait à ces élections-là. Quand les 3 qui étaient sur leur liste ont refusé de payer leur impôt. Mais arrivé à la Cour constitutionnelle, alors... Un geste d'élégance de la Cour. Voilà. On leur a accordé un moratoire. Un moratoire. Pour pouvoir régulariser la liste. Vous avez vu. Alors, pourquoi ne pas aller devant la même Cour avec les recours avant alors de voir le traitement qui sera réservé à ça. Donc, c'est des gens qui ont déjà... en leur tête, ils savaient qu'ils n'allaient pas faire grand-chose à ces élections-là. Ils n'auraient pas beaucoup de sièges. Mais ils sont en train de préparer l'opinion béninoise pour peut-être d'éventuels troubles. Ne serait-ce que pour perdre le temps à la dynamique qu'insuffle Talon pour le développement du Bénin. Talon, lui, sait qu'il est en train de partir. La fois dernière, ce sont les mêmes dirigeants de ce parti, les démocrates, qui félicitaient Talon de ce qu'il est resté à l'écart du processus. Il a laissé les choses se faire et il encourage... Quand c'est bon, ils peuvent féliciter. Mais quand le résultat sort... Maintenant, moi, je vous dis... Moi, je vous dis une chose. Alors, si la même personne, vous avez constaté qu'il a laissé alors les institutions en charge des élections faire leur travail et que vous-même vous le félicitez. Il y a les élections, il y a les résultats provisoires qui sortent. Ce n'est pas encore fini. Allez devant la Cour constitutionnelle. Si vous avez des reproches à faire sur des résultats donnés, mais faites-les, videz d'abord, que la Cour constitutionnelle vide d'abord ce dossier et tirez les conséquences. Ce n'est pas la peine de préparer l'opinion aux troubles, puisque vous savez, les troubles n'apportent rien à la constitution d'un pays. Ah, justement, parlant de troubles, on a senti des débuts de troubles dans ce pays, qu'on qualifie de modèle démocratique en Afrique de l'Ouest. Cette sortie de Éric Roundété, est-ce qu'elle peut entraîner d'éventuelles contestations? Oui, non, elle peut entraîner d'éventuelles contestations parce qu'ils ont quand même leur base électorale et même avant même avant la proclamation des résultats par la Commission électorale nationale autonome déjà, ils se sont déjà attribués certains sièges. On parle de 112 sièges. Oui, on parle de 112. Lorsqu'on organise des élections, c'est dans un cadre institutionnel. Donc, les résultats ne peuvent qu'aussi être institutionnels. On ne peut pas s'auto-attribuer comme ça des sièges sur la base de quoi? Vous n'êtes pas habilité à le faire. La loi ne vous permet pas de proclamer les résultats avant les résultats des institutions qui sont habilitées à le faire. Donc, il faut être démocrate. Je crois que le nom de ce parti, c'est les démocrates, mais leur pratique est une déni aussi de démocratie. Ce n'est pas du tout bien. Je crois qu'ils dévalorisent la dénomination même de leur parti politique. Si
Eric Oumdete soupçonne une sorte de collision des juges constitutionnels béninois et le pouvoir. En droit, il y a ce qu'on appelle la procédure de récusation. Même au Togo, ça existait. Entre-temps, il y a de cela, je crois que l'année passée, Jean-Pierre Fabre avait déclenché une procédure de récusation contre le président de la Cour constitutionnelle, Abdou Assouma, insinuant qu'il a une collision entre le président de la Cour constitutionnelle et le pouvoir. Donc, si Eric Oumdete estime que la Cour constitutionnelle ne fait pas preuve d'objectivité et d'impartialité, il faut déclencher une procédure de récusation. C'est-à-dire, vous faites sortir ces magistrats-là qui sont soupçonnés de proclamer des résultats en votre défaveur. Si vous avez vraiment les preuves convaincantes de votre victoire, vous ne le faites pas. Mais sur quelle base vous tirez des conclusions définitives en ne déclenchant pas la procédure de récusation portant sur ces juges constitutionnels? Donc, pour moi, c'est ce que je dis. C'est une procédure qui est totalement inopportune. S'il y a un contentieux post-électoral prévu par le code électoral, si vous estimez que les résultats qui ont été proclamés ne reflètent pas la volonté populaire, pour reprendre ses propos, il faut aller devant les institutions qui sont habilitées à juger le contentieux électoral. Donc, encore une fois, je trouve que c'est disons, des pratiques que je désapprouve totalement lorsqu'on est un parti politique responsable. Parce que le Bénin aujourd'hui a quand même des acquis. Il y a une dynamique de développement aujourd'hui qui est déclenchée. Qu'est-ce que ces gens-là veulent? Que des jeunes sortent dans la rue, qu'ils s'en prennent au bien public et qu'ils reviennent 10 ans auparavant? Ce n'est pas du tout bien. Je crois que le Eric Oumdete et les partis des démocrates doivent être responsables. Ce qui se passe souvent en Afrique, c'est qu'il y a une sorte de discrédit que les gens envoient sur les institutions. On sait très bien, et on le sait très bien, hein. C'est que les gens idéalisent la démocratie, comme on le dit. Vous savez, même en sciences politiques, il y a une classification des démocraties. Hein. Il y a ce qu'on appelle des régimes autoritaires et des régimes libéraux. Et aujourd'hui, certes, lorsque vous prenez par exemple les États africains, notamment le Bénin qui a connu la conférence nationale dans les années 90, les politologues africains ont réfléchi à la classification des régimes politiques. Entre les régimes autoritaires et les régimes libéraux, il y a les politologues africains ont créé ce qu'on appelle des régimes hybrides, c'est-à-dire la classification entre l'autoritarisme et les vertus de la démocratie libérale. Et c'est l'une des caractéristiques de tous les pays africains. Vous comprenez? Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a une certaine libéralisation de nos sociétés, même des institutions, qui font quand même l'effort. Parce que quand vous prenez par exemple le cas de la Centrafrique, la présidente de la Cour constitutionnelle centrafricaine a critiqué le président Touadéra. Elle a résisté. Donc on voit un certain nombre de juges constitutionnels là qui résistent. Au Kenya, on a vu la Cour constitutionnelle invalider les élections. Donc on ne peut pas à chaque fois jeter du discrédit sur les institutions en disant qu'ils sont impartiales, alors qu'ils ont fonctionné avec cette Cour constitutionnelle là en proclamant des résultats. Ce qui veut dire que si aujourd'hui la Cour constitutionnelle béninoise disons, donne des résultats en fonction des desiderata de la classe politique dirigeante, ce qui veut dire que même les résultats, ou bien... les démocrates n'iront pas aux élections. N'iront pas aux élections. Et même la proclamation de Yahi Boné en 2010 comme président de la République aussi peut être invalidée. Alors, parce que la Cour constitutionnelle n'est pas invalide. Donc il faut éviter, encore une fois, de jeter du discrédit sur les institutions lorsqu'on veut créer une démocratie beaucoup plus pacifique. Prosper, est-ce qu'on peut craindre d'éventuelles contestations? Oui, bon, d'éventuelles contestations, surtout que les démocrates sont en train donc de raviver un tout petit peu les plaies. On peut s'attendre quand même parce que vous savez, la réaction des populations parfois sont spontanées et souvent ce sont les profanes qui ne comprennent rien à la chose. Parce que c'est leur homme qui parle, ils se jettent tout de suite dedans, sans réfléchir, sans savoir quels risques ils sont en train de courir, sans rien comprendre, parce que vous savez, ces gens-là, après tout, ils se retrouvent entre eux, ils se partagent
des idées, ils se partagent même des affaires. Dans les affaires, vous savez, il y a des intérêts qui sont protégés. Donc je crois quand même que la population, elle, est très souvent préparée à ça parce qu'elle sort de nulle part. C'est un politicien qui parle et après ils se cachent quelque part, eux, pour siroter leur bière et autres là, prendre des coups. Discréditer la fonction politique. Non, pas forcément. Pas forcément, mais pas forcément. Ce sont des réalités, on se retrouve parfois. Mais maintenant, moi, je crois... Si on lance le peuple en pâture... Non, oui, souvent les politiciens, c'est leur... Mais il ne faut pas généraliser. Oui, regardez ce qui s'est passé avec Sucet Masra au Tchad. Après, il est où? Il est aux États-Unis. Les gens sont restés là-bas en prison. Oui, ils sont là. Vous voyez à peu près. Donc, pour moi, les politiciens ont leur geste, ils ont leur astuce pour pouvoir conquérir les cœurs. Et quand ça arrive ainsi, les gens s'y mettent dedans sans rien se dire. Nous avons été tous victimes. Je peux dire ici sur ce plateau que moi-même j'avais été victime en 93 et j'ai failli laisser ma vie parce que tout mon meulet gauche a volé en éclat. Mon meulet gauche a volé en éclat. C'est là où je me suis rendu compte que mais qu'est-ce que je mène le pied où? Donc c'est ça, c'est les politiciens. Vous faites un combat politique. Voilà, donc je dis tout simplement que c'est pourquoi pour chuter, moi je dis la façon dont même la démocratie occidentale a été introduite chez nous, elle est malvenue, mal comprise, parce que la société africaine est une société humaniste. C'est une société... Retour à la royauté, c'est votre souhait? Oui, moi, c'est ce que je conçois. Parce que, vous savez, cette démocratie qu'on a conçue et qui fait des morts partout, ça dit que depuis qu'on a dit démocratie, c'est les morts, la mésentente, l'inimitié, tout ça là qui viennent. Oui, je sais que, oui, il y a des idéologistes, des politiciens qui sont des humanistes, je suis d'accord. Mais la façon dont elle est arrivée brusquement, je crois quand même que pour moi, il va falloir comme on appelle, repenser la chose. Puisque vous voyez à peu près ce qui se passe au Bénin, on sait que l'atmosphère est bien, comme on appelle, favorable à la violence. On prépare les gens à la violence. Voilà. Et c'est ce que moi je refuse à cette démocratie occidentale dont on se réjouit en Afrique. Il faut changer les choses. À la chute, il faut changer les choses. Le Togo, la chute, donc, c'est le Togo. On va parler, si vous le permettez, des forats régionaux qui viennent d'ouvrir leurs portes au nord du pays, à Dapan. Précisément, ces forats régionaux visent à donner l'opportunité à une large frange des jeunes et des acteurs locaux de s'exprimer sur les différentes initiatives du gouvernement et des partenaires au développement pour l'autonomisation et le bien-être. Alors, on vous retrouve Robert Kossigan à côté. La version 2023, comme on l'a dit, s'ouvre à Dapan au nord du Togo. Oui, c'est vrai que cette rencontre organisée par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural sera marquée par des échanges autour du thème transformation structurelle de l'agriculture togolaise, défis et perspectives, pendant 4 jours. Vivement que ces assises apportent un plus. Moi, j'ai un faible pour ces journées, excusez-moi, parce que on en a tellement eu au Togo que ces ateliers, ces formations ne se retrouvent jamais en pratique sur le terrain. Donc, voilà. Vous voulez dire qu'il n'y a pas d'impact? Il n'y a pas d'impact. Prenez tous ces jeunes-là. On va interroger l'homme politique. Mais non, écoutez, c'est des échanges qui auront lieu durant 4 jours. C'est sur la transformation de notre agriculture. Mais combien de jeunes sont aujourd'hui... Écoutez, c'est ce que moi je dis. Sur le terrain aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont sur le terrain, dans l'agriculture. Prenons alors les rentes que les gens cultivent. Prenons le coton, prenons le soja et tout. Aujourd'hui, c'est le coton, demain, c'est le soja. Les trucs sont tellement organisés, mal ficelés que tout le monde suit. Alors, une rente qui on promet beaucoup d'avenir. Après, on laisse, on se jette ici. Mais notre agriculture est à suffisance rudimentaire aujourd'hui. La houe n'a pas changé. La mécanisation traîne à venir. Et puis, les pesticides ont maintenant le vent en poupe au Togo. Aujourd'hui, vous n'avez même plus besoin de sarcler. Il suffirait de prendre les pesticides, on jette, et puis et tout. Tout ça là, ce n'est pas contrôlé. Maintenant, les jeunes dont on parle, est-ce qu'ils ont des soutiens? Parce que quand
on veut une agriculture améliorée, il va falloir que celui qui produit là soit bien formé et qu'il ait les moyens. Vous pensez qu'il n'y a pas de soutien? Parce qu'on voit le gouvernement aussi, chaque fois, les jeunes viennent témoigner chaque fois dans les émissions qu'il y a des soutiens. Bon, c'est vrai que ce n'est pas la pleine forme, mais on ne peut pas minimiser mon frère, est-ce que, vous savez, dans tout ça, il faut prendre ça avec des pincettes. Parce que, vous savez, quand ça va, quand ça marche, quand l'agriculture togolaise était prospère, personne n'avait forcé le gouvernement. C'est le gouvernement même qui a construit des silos un peu partout dans le Togo pour alors inventer cette affaire de Togo grain, où on séchait alors les excédents de production en maïs dans le temps, en sorgho dans le temps. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on en est encore là? Est-ce que l'agriculture togolaise aujourd'hui nourrit son homme? Vous allez constater que la fois dernière, avec le Covid, le maïs était devenu pratiquement de l'or. Et jusqu'à ce que c'est l'ANSAT qui a aidé un peu les populations à tenir le rythme. Aujourd'hui, je ne crois pas que le prix du maïs est assez accessible comme les années passées. Donc moi je dis, tout ça mis ensemble, c'est bien, c'est fora, mais je voudrais voir plus alors leur effectivité dans la pratique. Et que les jeunes s'en sortent, et que les agriculteurs, les producteurs s'en sortent, et que tout le monde... Parce que vous voyez, quand quelqu'un prend 3, 4, 5 mois pour produire, et qu'il ne vend pas alors à sa réelle valeur, la personne est obligée de souffrir le reste de l'année. C'est aussi ça. Alors, vivement que ces forats puissent aider à ce que on parle des discours de ces formations-là pour aller sur le terrain et faire des choses concrètes. J'ai aussi dit la fois dernière qu'il faudrait qu'on ait la cartographie agricole du Togo. C'est important. Qu'on sache où il y a le maïs se produit bien, qu'on sache où on peut produire le soja, le palmier, l'igname et autres. Pour que quelqu'un qui veut alors rentrer dans l'agriculture sache que si je vais dans cette région, voilà la production que je peux faire. La transformation structurelle de l'agriculture, c'est un thème un peu plus intéressant. On va parler de l'agriculture. Homme politique, Achiraf Urosama, peut-être pour contredire ce que Robert Kosiga à côté a dit, il y a quand même des avancées. Oui, il y a quand même des avancées. Je crois que j'ai toujours un désaccord avec le président Robert, parce que je trouve qu'il est quand même un peu excessif sur un certain nombre de choses. Le Togo fait des efforts. Non, mais je trouve que le Togo fait des efforts. Non, je trouve que le Togo quand même fait des efforts, même si nous dans notre parti politique nous décelons quand même des incohérences. Alors ces efforts sont ressentis où précisément? Parce qu'on discute aussi avec des agriculteurs. Oui. On vient des milieux agricoles. Oui. Alors ça donne quoi précisément à Chirafuro Sama? Non, mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça... Il y a des initiatives quand même qui sont... Vous l'avez dit, dans les émissions de télévision, on voit des jeunes qui viennent forcément témoigner. Moi, je connais très bien des zones agricoles où je vois des agents des ministères qui viennent prospecter et qui viennent accompagner, qui font sur la base des sondages, des questionnaires, qui posent des questions et qui récoltent des informations. Maintenant, ces informations-là sont récoltées. Le regret qu'on peut avoir, c'est-à-dire tirer des conclusions des questionnaires et opérationnaliser les politiques publiques convenables. Donc, c'est sur cet aspect-là que moi, j'aimerais vraiment insister, parce que on ne peut pas avoir une politique de l'agriculture dans un pays déconnecté de la réalité. Et je crois qu'aujourd'hui, le ministère fait quand même un effort de se connecter. C'est-à-dire un certain nombre de témoignages des paysans, même dans les zones les plus reculées. Maintenant, le défi aujourd'hui, c'est la mécanisation de l'agriculture. Parce que je vous donne un exemple très concret. J'écoutais le professeur Kakonoumou sur TV5 Monde lors de l'apparition de son dernier ouvrage Néoprotectionnisme au bien commun, ça c'est le titre de l'ouvrage, où TV5 Monde disait que lorsque un agriculteur, disons africain et même togolais, produit, c'est-à-dire en une heure, l'agriculteur américain produit 400 fois. Vous imaginez 400 fois. Et donc, du coup, le rendement n'est pas le même. Donc, le défi aujourd'hui, c'est la mécanisation. Et on sait très bien que des efforts louables sont avec un certain nombre de programmes. Vous avez, aujourd'hui, il y a le MIFA, le mécanisme incitatif qui apporte du financement sur un certain nombre de projets. Mais j'estime qu'il faut rendre parfois
les procédures pour bénéficier des fonds publics, il faut aussi assouplir un certain nombre de procédures. Parce que je trouve les procédures aujourd'hui assez rugueuses et un certain nombre de nos concitoyens n'arrivent pas à accéder à ces aides-là, alors qu'ils ont du potentiel, ils ont des terrains, ils ont le sens de l'innovation, la bravoure, l'abnégation et tout ce qu'il faut pour réussir dans ce domaine-là. Donc, il appartient à l'administration de rendre les choses beaucoup plus souples et créer peut-être des services beaucoup plus spécialisés où, par exemple, la rédaction des plans d'affaires, des plans business, un certain nombre de choses pour accompagner tous ces jeunes-là. Donc, qu'est-ce que je reprends ici? Je ne vais pas quand même radoter, mais c'est le plan le projet de société du PDP que je suis en train d'établir, par exemple, sur l'agriculture. Donc, il faut accompagner un certain nombre de choses et transposer aussi les modèles qui ont réussi ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, sur le plan continental, on voit quand même des pays qui ont réussi quand même à avoir... Il y a la productivité agricole. Donc, un certain nombre de choses. Donc, le ministre actuel, Begbeni, qui est originaire, par exemple, de Guérin-Kouka, qui est une zone agricole très forte. Donc, je crois qu'il doit quand même s'inspirer des modèles qui ont réussi ailleurs et être une politique agricole beaucoup plus lisible. Certes, on a eu le PND, on nous a annoncé un certain nombre de choses. Le PND qui piétine, puisque des résultats tangibles aujourd'hui, qu'on le dise, tardent à venir. Donc, je crois que... Vous êtes maintenant avec Robert oui. Non, je suis d'accord avec lui, mais on ne tire pas les mêmes. Complètement. Voilà, vous l'avez dit, il est ceci. Je dis. Mais vous le comprenez. Effectivement, les résultats tardent, je le comprends tout simplement. Mais je dis tout simplement qu'il y a des efforts louables qui sont faits. Mais il faut accompagner cela parce que qui parle de développement parle d'autosuffisance alimentaire. Surtout le paysan. Il faut vraiment prendre en compte les paysans qui majoritairement font partie des classes populaires. Moi, je suis désolé, lorsqu'on est paysan, on doit quand même avoir un statut social honorable. On ne peut pas continuer à avoir des paysans qui majoritairement représentent la classe ouvrière dans ce pays. Alors, le PDP vraiment a pris la mesure de la chose et moi, je paie la responsabilité des uns et des autres c'est-à-dire d'être à l'écoute des propositions qu'on fait régulièrement. Alors, Prosper Agboklo, quand on voit la crise actuelle, la guerre en Ukraine, on en parle chaque fois, on parle du blé, on parle de l'agriculture qui est florissante en Ukraine et dans une partie de la Russie. Les gens sont étonnés parce que l'Afrique a des terres cultivables. Alors, quand on part de là, on peut saluer l'initiative là. Oui, on salue l'initiative, sauf que ce sont les Africains qui pensent qu'ils n'ont pas de bonnes terres chez eux et que c'est de là qu'on peut avoir tout, cultiver le blé en Ukraine, ramener les trucs, les céréales de la Russie. C'est ça qui fait que, comme il y a la guerre là, la guerre ne regarde que la Russie et l'Ukraine avec leur OTAN et autres là. Ils sont... Bon, c'est pour eux. Nous, ici, là, Dieu nous a tellement protégés que jusque-là, on est toujours sains, sauf la Covid est passée par là. Vous et moi, on est toujours là. Donc, je crois quand même que nous sommes tellement bénis qu'il faut même pas seulement penser. Maintenant, moi, je reviens un peu. Les forats, c'est une bonne chose. Bon, il y a il y a plusieurs catégories d'agriculture. Il y a les produits de rente. Il y a les produits vivriers. Bon, de quel fora on fait? Moi, je voudrais qu'on me dise, est-ce que c'est pour l'autosuffisance alimentaire? Parce que pour moi, certaines cultures, comme le café, le cacao, ne profitent pas à l'Africain. Oui, ça ne nous profite pas. Ça disparaît aussi. Hein. Oui, mais c'est comme si on l'a imposé. Entre-temps, l'Union européenne avait pris une décision qu'on n'achèterait plus les cafés, cacao de la Côte d'Ivoire où on a abattu des forêts ivoiriennes par rapport à cela. Je crois que je m'en félicite. Il faut qu'on mette, c'est-à-dire battre ces produits de rang qui ne profitent qu'à l'Europe, qu'à l'Occident. Ils viennent ramasser les choses ici. Écoutez, c'est eux qui fixent les prix. Les prix. Vous mangez combien de chocolat par jour? Vous prenez combien de café? Quelle quantité de café par jour? Mais à Koumé, la pâte, c'est tous les jours. Vite, Foufou, c'est tous les jours. C'est avec ça qu'on vit. Donc moi, je crois que
Pour moi, si on doit faire les forats rien que pour les produits vivriers, pour que le maïs retombe à 300 francs, à 200 francs comme on l'achetait, moi, c'est ce que je veux. Il faut que le gouvernement nous explique en quoi consiste ce fora, parce qu'on ne va pas accepter encore que les gens aillent là pour se prendre des perdièmes. On reviendra ici, et comme les devanciers l'ont dit tout à l'heure, 2 ans après ou bien 1 an après, on n'a rien, on a parlé de fora, on fera des rapports soutenus, des rapports consistants, et que le chef de l'État va lire et va croire que les choses se passent bien sur le terrain. Il va falloir que... Vous savez, moi, quand on fait... Ces choses ne se passent pas bien sur le terrain. Je l'encourage. J'encourage ces forats-là. Mais je voudrais que, avant d'aller à ces forats... Oui, et avant d'aller à ces forats-là, il faut qu'on circule, qu'on pose des questions, qu'on fasse des sondages, que les Togolais disent ce qu'on veut, qu'ils veulent. Vous voyez à peu près. Pour moi, je vote pour les produits vivriers. C'est-à-dire que pour la survie, l'autosuffisance alimentaire. Maintenant, comment est-ce que ça va se passer? Nous ne sommes pas témoins. Après, on amènera des rapports, à faire des audios que nous aurons, à faire des documents sonores ou visuels, audiovisuels. On verra des documents écrits. Mais est-ce que ça suffit? Il va falloir que, franchement, que cette politique-là de l'autosuffisance alimentaire soit... Pour moi, c'est le leitmotiv sur lequel je me base pour pouvoir juger ces forats-là. C'est une très bonne chose. La politique, en ce sens-là, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut que ça apporte vraiment ces résultats positifs sur le terrain pour que toi et moi, lorsque nous donnons 1000 francs à la maison, oui, pourquoi nous ramène beaucoup de condiments? Oui, voilà, c'est ce que je dis. Maintenant qu'on va produire du soja, rien que du soja, on produit de cèpes, ça nous donne quoi? C'est vrai, on l'exporte, mais on a plus besoin de produits internes. Voilà, on mange suffisamment avant de donner aux autres. Donc, c'est une très bonne chose, mais il faut que ça soit vraiment réfléchi. Prosper Agboklo, infini merci à vous. Vous êtes journaliste et analyste politique. On dit également à Ashraf Orosama, juriste, très jeune homme politique du PDP. Et puis le président Robert Kossiga à côté, président de Alliance Jeunesse et Développement. Infini merci à vous. On dit également merci à vous qui êtes toujours câblés. On se dit à très bientôt.